nom est Éric Turcotte, je suis associé principal chez Stratégie Urbaine, un bureau d'urbanisme et de design urbain de Toronto. On est en plein centre-ville et puis ça fait à peu près 30 ans que j'ai quitté le Québec. Originalement natif de Montréal, j'ai grandi à Thetford Mines, donc pas tellement loin près de la Beauce, près de Québec et près de Sherbrooke. Et puis, régulièrement, je retourne à mes sources pour voir la famille et tout. Nous sommes juste un petit peu au propos de notre firme. Certains d'entre vous probablement nous connaissent, d'autres peut-être un peu moins. Nous sommes une firme ça fait environ, on est au centre-ville de Toronto. On fait de l'urbanisme, du design urbain. Une des particularités, c'est qu'on est, malgré que je suis un architecte, je fais pas d'architecte, je fais pas de plan et de vie. On travaille surtout sur la planification stratégique, sur l'approbation, sur le design urbain, la mise en place de grands concepts, de plans d'ensemble. Et ensuite de ça, lorsqu'on vient travailler sur le détail, c'est là où on vient chercher d'autres équipes avec qui on s'associe pour venir faire l'architecture du paysage, pour faire le détail. Et cette année, on célèbre notre 40e anniversaire. Nous sommes environ 80 employés, de différents backgrounds, qui soient soit en urbanisme, design urbain, des graphistes, des architectes. Et puis, nous avons trois bureaux, un à Toronto, un à Hamilton et un à Vancouver. Et puis, ce que vous pouvez voir sur cette carte, un peu où est-ce qu'on fait, on travaille un petit peu partout. On travaille à travers le Canada, euh, aux États-Unis et puis aussi un peu moins aux États-Unis ces derniers temps, mais ça, hein, c'est toujours cyclique. Et puis on travaille aussi en Europe et en Asie. Euh, L'échelle de nos projets varie, donc on travaille au niveau du bâtiment même, au niveau de la rue, au niveau de l'îlot urbain, au niveau des quartiers, du centre-ville et aussi des régions. Donc on vraiment travaille à toutes ces échelles-là. On travaille sur des plans d'ensemble pour des universités, des grandes institutions. On travaille sur des TOD, des développements autour des stations de transport. Et puis, on travaille aussi sur la mise en œuvre de nouvelles communautés et on travaille autant avec les municipalités, avec les régions avec les promoteurs. Donc, on a un portfolio très diversifié. Et puis, c'est une des avantages où est-ce que ça nous permet de bien comprendre les enjeux entre les différents acteurs. Euh, et puis, donc, aujourd'hui, le thème, c'est vraiment au niveau de la requalification des centres commerciaux. Et puis, ça, les 12 exemples de projets où est-ce que soit qu'on travaille présentement ou qu'on a travaillé dernièrement, qui sont des projets relativement récents. Donc, dans ces cas-ci, surtout dans la grande région du Greater Toronto Area, GTA, où est-ce qu'on a travaillé? On travaille sur plusieurs projets qui soient être à même dans le centre-ville ou près des centres-villes ou en périphérie. Donc, on voit ici le type et l'envergure de ces projets. Comme Alexandra mentionnait, souvent, c'est des projets complexes, de grande envergure, qui, euh, qui sont intéressants parce que, bon, ils ont chacun a leur propre problématique. Euh, juste Avant d'aller dans les détails sur ce que je vais faire, je vais vous présenter, bon, on va passer dans la présentation on va parler des grandes caractéristiques de ces centres commerciaux et du pourquoi est-ce que, bon, des avantages, des opportunités, des contraintes. Mais après ça, on va aller dans certains thèmes en termes de regarder, bon, c'est quoi, je dirais, certaines des approches lorsque l'on regarde la requalification de ces centres commerciaux pour nous guider dans leur conception. Un des gros avantages, puis je pense que on voit, on le voit un peu partout, ce sont une des grandes opportunités, ce sont des grandes propriétés. Et puis avec
en termes de propriété, et souvent des propriétés qui sont pas fractionnées, sont un propriétaire unique ou un groupe qui contrôle une grande majorité de ces terrains-là. Ce qui est important à noter, c'est que par exemple, et c'est des projets comme ce qu'on va voir qui vont à travers le pays, où est-ce qu'on va voir de plus en plus. Il y a environ entre 3000 et 3700 centres, centres commerciaux au Canada. Plusieurs sont en bonne santé, mais plusieurs ne sont pas en bonne santé. Donc, c'est vraiment une opportunité. Le fait que c'est un seul propriétaire des grands terrains, ça veut dire que ça nous donne l'opportunité de recréer de recréer des projets, une réurbanisation qui, oui, en fait, comme Alexandra le mentionnait, souvent prennent la forme d'un nouveau quartier, d'un nouveau centre-ville, vraiment de nouveaux pôles urbains. Comme je le disais, la santé des centres commerciaux varie d'un à l'autre. Dans certains cas, c'est la santé, on parle d'un des projets qu'on travaille, Yorkdale, et des centres commerciaux les plus performants au Canada. Et puis, sinon, le plus performant au mètre carré. Et d'un autre côté, on a des centres commerciaux comme celui de Cloverdale, qui sont quand même des centres commerciaux qui sont bien à l'intérieur de la communauté, mais au niveau de la performance et tout ça, où est-ce que, bon, ils ont vraiment, sont à un point où est-ce qu'on voit un renouvellement. Donc, dans certains cas, le centre commercial va demeurer. Et dans certains cas, il faut penser qu'il y a un décantage des utilisations du centre qui peut se faire soit euh, au complet du début ou être décanté en différentes phases. Euh, Tous ceux-ci, comme je disais, chacun a leur propre contexte. Donc, c'est quelque chose qui doit être important. Certains sont au centre-ville, certains sont en périphérie, certains sont près des transports en commun, certains sont un peu isolés. Donc, c'est vraiment quelque chose qui est important lorsqu'on regarde leur qualification pour répondre à leur contexte, parce que c'est à partir de leur contexte qu'on peut développer les caractéristiques principales. Un élément qui est aussi important à considérer, ces centres commerciaux aujourd'hui euh, sont souvent un pôle de vie urbaine. C'est souvent un mini centre-ville. C'est vraiment là où est-ce que c'est un endroit bon, qui sont protégés, qui sont fermés, où est-ce qu'il y a quand même une vie communautaire, assembleuse, et qui est importante. Donc, lorsqu'on regarde leur qualification, il est toujours important de voir comment est-ce qu'on peut en partie recréer, réintégrer cette fonction qui est excessivement importante à l'intérieur de la communauté. Oui, c'est des milieux qui sont de banlieue, mais qui jouent un rôle excessivement important à l'intérieur de cette banlieue-là. Certaines contraintes qui sont souvent qu'on dit invisibles, euh, qui est excessivement importante, sont les baux, au niveau et puis les baux, les baux commerciaux euh, contiennent des contraintes légales que qu'on doit absolument respecter. C'est soit au niveau des zones de protection en termes pour la vue, le stationnement, l'accès, services. Il y a certaines restrictions communautaires. Regardez la façon la distribution, bon, les services est organisée à travers le site est excessivement importante. C'est pour ça qu'on voit souvent, et puis on a souvent un des exemples, par exemple, avec les baux associés au magasin Labbé, par exemple, qui pendant des années et des années ont pu avoir à créer des restrictions et puis des limites en termes de comment est-ce qu'on peut redévelopper certains de ces terrains-là. Euh, Casser ces baux lorsque l'on veut ou lorsqu'on veut modifier ces baux-là pour les promoteurs,
c'est quand même quelque chose qui se traduit de façon monétaire. Lorsqu'on veut faire des changements au beau, normalement indique qu'il doit avoir une compensation monétaire qui, dépendamment qui est les usagers, qui sont les magasins qui sont visés, peuvent être des sommes extrêmement significatives parce que certains de ces magasins ont des baux qui peuvent être, qui peuvent être renouvelés sur plusieurs années et à ce moment-là peuvent valoir des millions en termes de modification. Euh, les centres commerciaux, comme on sait, là, parce que c'est des grands terrains, on regarde leur redéveloppement, ont des besoins, des grands besoins en infrastructure. Ils ont besoin de nouvelles rues, ils ont besoin de repenser les systèmes, des aqueducs, les égouts, la circulation, repenser toute la mobilité autour de ces projets-là. Et puis, ce besoin en infrastructure signifie en même temps que il va avoir besoin de beaucoup de ressources financières pour aider à financer ces éléments-là. Donc, c'est quelque chose qu'il faut toujours garder en tête. Et puis, ce besoin en infrastructure, cette demande financière, monétaire qui doit être mise de l'avant, influence beaucoup la vie, est une grande influence sur la viabilité de ces projets. Euh, une autre chose qui est importante à noter, et puis je pense que c'est clair, lorsqu'on a des grands terrains, on a beaucoup de terrains à redévelopper. Euh, la mise en œuvre se fait sur une très longue période de temps. Peut être 5, 10, 15, 20, 30 ans. Donc, c'est vraiment à ce moment-là, souvent, la communauté peut être impatiente, veulent les changements rapidement, mais je pense que d'une façon réaliste, il faut penser que chacune des phases qui peuvent prendre 2, 3 ans à mettre de l'avant, à construire, à ce moment-là, et dépendamment du nombre de phases, dépendamment des conditions du marché, peuvent à ce moment-là s'étaler sur une très, très longue période de temps, ce qui souvent amène certaines incertitudes sur est-ce que le projet qui est proposé aujourd'hui sera le même que le projet qui sera fait à long terme. Et les chances sont que il risque d'avoir des changements au cours de la mise en œuvre de ce projet-là. J'ai juste fait une petite liste ici un peu des objectifs en termes les objectifs entre les municipalités, les promoteurs. Bon, la municipalité veut la prévisibilité, la certitude, ils veulent les communautés complètes, grande qualité des domaines publics, des infrastructures. Ils veulent que politiquement et social et avec la communauté, qu'il y ait une acceptation. On cherche la viabilité, on veut être capable de financer tout ça, que ça soit viable. Et puis, bon, on parle aussi de cette gestion du phasage à long terme. Dans le fond, le promoteur a plusieurs de ces objectifs qui sont les mêmes. Je dirais que, bon, tout le monde veut créer un beau produit, une bonne communauté, une belle communauté. On veut essayer de mixer les utilisations le plus qu'on peut, mais il y a quand même, faut regarder qu'est-ce que le marché peut absorber. Tout le monde veut s'assurer une rentabilité, une viabilité financière. Donc, je pense qu'au niveau un des éléments qui peut-être est un peu une différence entre les deux acteurs et que, bon, la municipalité aimerait que souvent aime avoir la plus grande prévisibilité et certitude que le projet qui est annoncé, qui a été développé en avant-projet, soit celui qui va être conçu, tandis que les promoteurs, souvent, ils veulent limiter les risques, mais aussi veulent une flexibilité parce qu'on sait que
même aujourd'hui, on voit que le marché qui était il y a 10 ans, il y a 10 ans et le marché d'aujourd'hui est très différent. Les conditions économiques ont beaucoup changé. On a eu une période d'inflation suivie ensuite de ça des grands changements au niveau de la main-d'œuvre, le coût des matériaux et tout. Donc, on doit s'assurer qu'il y a quand même parce que je pense que tout le monde a à cœur qu'on veut voir ces projets-là avancer, qu'on veut voir le redéveloppement de ces terrains-là, de ces projets, pour venir emmener de l'habitation, emmener une édition des milieux de vue, mais qu'il faut quand même qu'il y ait une flexibilité des deux côtés en termes de comment est-ce qu'on peut emmener ces projets de l'avant. Donc, comme je disais, chaque centre communautaire est unique. Et puis, il n'existe vraiment aucune solution universelle. Je pense que dépendamment du contexte, dépendamment des municipalités, dépendamment de où est-ce qu'on est, dépendamment bon, aussi des désirs d'une municipalité et d'un promoteur, à ce moment-là, il faut vraiment qu'il y ait on regarde ces projets-là de différentes façons. Il y a quatre thèmes que je vais vouloir aborder ici, que je vais aborder. Le premier est vraiment de l'importance d'avoir une vision forte et mobilisante pour la communauté. Un projet qui est intéressant, qui se trouve être qui est près du centre-ville de Toronto, un petit peu à l'ouest sur Dupont et autour de Dupont et Batters, qui est un projet où est-ce qu'on le nom est Galleria, qui est un ancien centre commercial où est-ce autour de 2015, on a commencé le processus de planification générale et d'approbation. C'est un site qui est quand même de grande envergure, qui est intéressant. Et puis, où est-ce que il y a un centre communautaire oups, ou un centre communautaire et un parc que vous voyez qui se trouve à être juste au centre, juste au sud du, euh, du, du centre commercial, la plaza commerciale. Et puis, bon, donc, qui est très isolé, avec pas vraiment de pignon sur rue, qui avait besoin de réinvestissement. Et puis, le centre commercial, lui, était bon, très sous-utilisé, mais qui offre quand même beaucoup d'opportunités pour logements commerciaux et boutiques et tout. Euh, un des trucs qui est intéressant aussi, c'est qu'à l'intérieur de ce centre commercial-là, il y a une épicerie qui est un élément que je vais vous décrire dans quelques minutes, qui est excessivement important au niveau de la communauté un usage que la communauté désirait vraiment conserver. Donc, un des grands pour faire l'acceptation de cette vision, il y a vraiment eu un des objectifs principaux. L'objectif principal du projet était de vraiment de regarder comment prendre le projet, reconnecter le site au tissu urbain environnant, tout en améliorant l'ensemble des équipements publics, le parc, les activités ce qu'on appelle le Wallace Emerson Park. Et comment, à ce moment-là, recréer à l'intérieur de ça une expérience unique qui cherche à maximiser les espaces piétonniers, dynamiques, accessibles et qui répond au contexte ici. Donc, ce que vous voyez, un, une des éléments qui a été négocié avec la municipalité, et puis en partant, il y a eu beaucoup de consultations publiques en termes pour regarder pour le redéveloppement de ces terrains. Ou est-ce qu'on redonne pignon sur rue au parc? On, amène une nouvelle rue qui vient donner accès au parc. On a un échange de terrain pour améliorer la position du parc à l'intérieur de la communauté et on vient rajouter une partie de terrain
au parc, une partie pour vraiment venir consolider cet espace-là. Et en échange, c'est sûr que bon, on permet de plus grande densité, de plus grande hauteur, et qui est vraiment une partie gagnante pour tout le monde. Donc, ce que vous voyez, ce qui est important, est que euh, le parc qui auparavant était complètement isolé, donc habituellement en termes de front de rue, ici on voit sur Bathurst, et ça c'est la rue Dupont ici, donc complètement isolé. Tout à coup, ce qu'on voit, c'est que en termes du concept et de venir euh, redonner cette porte sur la rue au parc, créer un nouveau centre communautaire à l'intérieur du projet et créer toutes des nouvelles rues piétonnes et des nouvelles rues aussi, des rues qui viennent retisser le tissu urbain. Un élément qui a été excessivement important au niveau du phasage est que, bon, la première phase se trouve à être celle-ci, où est-ce que, bon, le développement, bon, résidentiel qui vient s'instaurer, la mise en place de la rue, l'agrandissement du parc, et l'autre phase devient cette partie ici qui est à l'ouest. L'épicerie, en termes de phasage, ce qui a été négocié, c'est de conserver l'épicerie, certains espaces commerciaux euh, et ce qu'on appelle en anglais le zero displacement, où est-ce qu'on conserve les espaces, le plus d'espaces commerciaux qu'on peut, on construit certaines de ces phases-là. Et à ce moment-là, ça nous permet, lorsque ces phases sont complétées, de décanter, de réintroduire l'épicerie à l'intérieur d'une des phases pour qu'il n'y ait pas de vide de ces utilisations dans la communauté à l'intérieur du projet. Donc, vous pouvez voir ici un peu le projet. Donc, quand même un projet qui est présentement en construction. Cette phase 2 est présentement ici. La tour est, bon, toute la structure est faite, est en pleine construction. Et puis, bon, ce qu'on peut voir, c'est le parc, les équipements collectifs, le nouveau centre communautaire, la garderie, tous les équipements et aussi une zone piétonnière qui est intégrée avec ce qu'on appelle ici des makerspace, donc des endroits au rez-de-chaussée qui sont intégrés ou avec des artisans et tout qui viennent vraiment créer un quartier, un îlot vraiment impressionnant. En tout et partout, ce qui est, bon, c'est le promoteur, à l'intérieur de l'ancien système, ici, on avait un système qui s'appelle la section 37, qui a été modifié dernièrement par le gouvernement provincial. On avait eu le promoteur avait contribué environ 20 millions en termes de contribution à différents équipements, différents éléments ici. 150 d'unités abordables sur les 3000 qui ont été émis. On conserve 300 000 pieds carrés d'espace commercial qui est excessivement important pour créer vraiment ce pôle communautaire, conserver ce pôle communautaire pour venir desservir cette communauté. Et puis vraiment, c'est la reconstruction ici d'un nouveau parc. Donc, c'est vraiment une transformation excessivement intéressante et puis qui vraiment vient de créer un nouveau milieu à l'intérieur de cette communauté. Je passais à un deuxième. Je vais vous présenter en tout, il va y avoir quatre exemples que je vais vous présenter sur des grands thèmes-là. Un deuxième est vraiment au niveau des solutions adoptées au contexte. Et un des projets que j'ai travaillé, qu'on a complété
Il y a environ, je crois que ça fait environ 3 ans. C'est la partie nord du Dufferin Mall. Dufferin Mall, qui est un centre commercial qui est tout près du centre-ville, aux intersections de Dufferin et Bloor, juste à côté d'une station de métro. Un centre commercial qui a été développé pendant les années 50, 60 et tout, qui est vraiment intégré à la communauté. C'est un centre commercial qui a eu beaucoup de transformations autour des années. Euh, où est-ce que où est-ce qu'il y a environ, ce qui est des chiffres impressionnants, environ 12 millions de personnes qui achalandent le centre commercial à chaque année. En comparaison, Yorkdale, qui est environ 3 à 4 fois la dimension de ce centre commercial-là, on a environ 18 et 20 millions. Donc, on parle ici vraiment d'un grand achalandage parce que vraiment, ça fait partie d'une partie centrale de la communauté. Le but ici était vraiment et puis bon, juste une petite image de nostalgie. Anciennement, le centre commercial était sur un ancien hippodrome qui servait la communauté. Donc, un hippodrome où est-ce que jadis, beaucoup des propriétaires en ruelle avaient leurs propres étables, puis les fins de semaine faisaient courir leurs chevaux dans leur terrain qui a maintenant été transformé en un centre commercial. Euh, le but était de conserver, vraiment de conserver le centre commercial qui fonctionne excessivement bien, de prendre une partie des terrains au nord qui sont des stationnements et puis de requalifier une partie de cette partie de le rattacher au site, de rattacher au centre commercial et puis de continuer vraiment à maximiser les propriétés en faisant l'ajout d'espace commercial et d'espace résidentiel. En termes de grands principes, euh, qui sont relativement simples, c'est vraiment de regarder comment est-ce qu'on peut continuer à s'attacher à la trame urbaine et à puis se connecter avec le reste de cette trame urbaine-là. Établir un cadre de bâti qui est adapté au concept. Et puis, juste au nord de nous, il y a une ancienne école euh, de North Collegiate, qui est une école qui a été redéveloppée, qui anciennement prenait tous ces terrains et qui est rebâti ici juste sur la partie ouest de leur terrain. Donc, un projet qui est proposé, le projet qui est proposé vient regarder à intensifier et un peu à venir être un complément de ce qui est proposé au nord. Le projet s'attache au centre commercial existant pour vraiment qu'il y ait une synergie qui existe et aussi que les utilisations du centre commercial sont complémentaires à la communauté. Donc, être sûr qu'il y a que ça soit bien attaché. On regarde, et c'est quelque chose qui a toujours été important à Toronto, c'est de regarder au niveau des transitions, surtout lorsqu'on est à proximité de qu'on appelle, ce qu'on appelle ici à Toronto le Yellow Belt, la ceinture jaune, qui est définie par ce qui définit à l'intérieur du plan officiel, du plan d'urbanisme, les quartiers. Donc, on parle des endroits où est-ce que c'est des maisons de ville, des quartiers qui sont donc de plus stables et puis de plus basse échelle. Donc, on regarde toujours comment est-ce qu'on fait des transitions pour venir minimiser l'impact au niveau des ombres et au niveau de la masse du bâti. On intègre à l'intérieur du projet des domaines publics, donc vraiment un réseau vert de parcs, d'espaces verts, pour que ça vienne complémenter la communauté. Et ici, donc, on regarde bon, l'approbation finale du projet. Donc, on voit un nouveau parc
le mail demeure en place. Euh, une complémentarité avec le projet qui est proposé au Nord, qui est un promoteur complètement différent, voir comment est-ce que les deux peuvent fonctionner ensemble. En tout et partout, c'était environ 1200 unités d'habitation. Sur ce, environ 120 unités et du logement abordable. Et puis, avec ça, un des éléments qui est important pour nous, c'est de s'assurer que le domaine public, les parcs, les rues qui sont proposées soient vraiment des lieux inspirants, qui s'inspirent du contexte qui historiquement existait ici. Ici, auparavant, il y avait une ancienne rivière qui circulait à l'intérieur de ce terrain-là. Donc, notre architecte paysagiste a bon, regardé certains éléments du passé pour voir comment est-ce qu'on pourrait s'inspirer de cette notion pour venir articuler le domaine public, pour venir proposer quelque chose d'intéressant. Donc, et puis donc, on peut voir, bon, le type de lieu de qualité où est-ce qu'on entrevoit. Un élément que la ville insistait, et puis qui était important aussi pour le promoteur, est que bien que le centre commercial va demeurer, c'est toujours de repenser à long terme. Est-ce que dans 15, 20, 30 ans, 50, 60, 100 ans, est-ce que l'on fait, qu'on l'on propose aujourd'hui, va permettre la requalification du reste du site à long terme? Et ce qui est une question excessivement importante parce que, bon, les terrains sont, euh, on veut s'assurer de maximiser ces terrains-là, qu'ils ne soient pas gaspillés, ou est-ce qu'on vient mettre des contraintes à long terme qui deviennent impossibles de faire le redéveloppement de ces terrains-là? Donc, un des aspects du projet était de confirmer de de façon sématique, de regarder et de confirmer qu'on ne limitait pas cette volonté de redévelopper le reste du centre commercial si, dans le futur, un jour, c'est quelque chose qui doit être fait. Donc, et puis notre proposition indiquait que il y a différentes façons où est-ce qu'on pourrait redévelopper le reste du terrain. Il y a différentes options en termes de trame de rue. Et puis ça vous en voyez trois ici. Oups, juste un instant, je vais... Pardon. Et puis donc, de s'assurer à ce moment-là que oui, à long terme, on peut redévelopper le site, qui est quelque chose qui est excessivement important, qui fait partie des grandes politiques de la ville de Toronto. Ou est-ce qu'on doit s'assurer, ou est-ce que une politique dans le plan officiel indique que ces grands terrains-là doivent être faits de façon coordonnée et compréhensible pour protéger ce potentiel futur? Et puis ici, bon, juste quelques exemples du avant et puis ce qui est proposé. Donc, on va voir comment cette transformation-là, de quoi est-ce que ça a l'air. Une vue vers le nord, regarder vers le sud, la partie nord du site, où est-ce que l'on requalifie et conserve le centre commercial, mais requalifie son frontage sur la rue. Je passais au troisième projet, et ça, c'est un aspect qui est important. C'est bon, un élément qui est très important au niveau des projets, c'est de s'assurer que un cadre d'aménagement, ça nous prend un cadre d'aménagement qui soit flexible et qui permette aussi une mise en œuvre souple et réaliste. Parce que ces terrains-là sont de grandes dimensions, euh, et qui sont de grandes dimensions, ça nous prend et aussi vont être mises en œuvre sur une très grande période de temps où est-ce qu'on ne connaît pas nécessairement les conditions économiques qui vont se passer
dans un 10, 15, 20 ans, ça nous prend une certaine souplesse pour venir regarder, pour permettre la mise en œuvre de ces projets-là, pour pas, ou est-ce qu'on n'est pas obligé à chaque phase de développement de nécessairement revenir et redéfinir tout, de repasser à la case zéro. Ce, ce centre commercial, c'est un centre commercial où est-ce que notre client, qui est Cadillac Fairview, que vous connaissez bien, je crois qu'ils sont dans l'audience aujourd'hui. Et puis, c'est un de leurs centres commerciaux qui se trouve à être dans le nord de la ville, dans Markham, qui est une petite municipalité juste au nord de Toronto. Et c'est le centre commercial s'appelle CF Markville. C'est un centre commercial qui fonctionne bien. Donc, comme la plupart des centres commerciaux de Cadillac Fairview fonctionnent très bien. J'ai la chance de travailler sur leur projet qui est à CF Fairview et CF Sherway. Donc, c'est mon troisième centre commercial que je travaille avec, donc, qui est une équipe excessivement professionnelle. Et c'est un centre commercial qui fonctionne bien et qui, lorsque la ville est en train de faire des investissements en termes sur cette rue que vous voyez, Highway 7, et la rue qui se trouve à passer ici, il y a des investissements à long terme où est-ce qu'ils vont faire l'extension du BRT, du Bus Rapid Transit. Nous avons une station de Go qui se trouve à être juste au nord ici. Il y a des améliorations qui se font tout autour. Donc, c'est vraiment un lieu propice où est-ce qu'on a un centre commercial qui travaille bien, qui fonctionne bien, mais aussi un grand terrain avec des stationnements bon, qui sont en partie sous-utilisés et puis bon, qui offre une très grande opportunité. L'opportunité à long terme, c'est vraiment de venir changer les pourtours, pardon, les pourtours les pourtours les pourtours du centre commercial, revenir faire une requalification de ces terrains, s'assurer que bon, on maintient une bonne visibilité du centre commercial, améliorer les accès, conserver quand même un pourcentage acceptable pour les commerces en termes de stationnement. Et on voit ici, bon, c'est la requalification, la transformation. Bon, ça, c'est une vue qu'on voit du coin de McCowan et Highway 7 vers le Sporting Life, où est-ce qu'à long terme, on conserve le centre commercial, mais on vient requalifier ces espaces-là vraiment en étant où est-ce que le centre commercial même continue vraiment à être le centre du projet qui viennent vraiment euh, de niveau économique et de vitalité continue à contribuer à ces espaces. On change l'entrée principale sur la Highway 7, où est-ce qu'on vient changer cette entrée pour vraiment créer un grand boulevard qui vient redéfinir un des grands accès du projet avec intégration d'un domaine public part avec de l'art public à venir changer les systèmes de mobilité. Et ce qui est important, c'est que bon, le projet va être fait sur différentes phases. On parle d'environ c'est 17 nouveaux bâtiments qui viennent s'insérer à l'intérieur du terrain. Et on voit ici les différentes phases. Phase 1, la première phase ici au coin, deuxième phase vers le nord, troisième phase autour de Bullock, et ensuite de ça, une phase de développement, le reste autour, ces phases sont souvent liées à cause des baux qui sont en place,
qui doit, à ce moment-là, certaines parties peuvent être redéveloppées à cause de, bon, certaines parties du terrain sont libres maintenant, mais d'autres sont associées avec des baux. Ce qui est, on vient, le plan officiel a été approuvé il y a un petit peu moins d'un an. Et puis, ce qui est important avec le plan officiel, c'est que les règles qui sont mises en place, donc le plan officiel ici en Ontario est un peu l'équivalent du plan d'urbanisme, où est-ce qu'on veut vraiment conserver une grande flexibilité à l'avant-projet. Donc, avant de venir, donc on a cette grande vision, on vient mettre en place un plan officiel qui vient établir les hauteurs, les hauteurs maximum, des densités, on regarde un certain phasage. Et puis au niveau aussi, on vient indiquer au niveau du plan officiel la localisation des parcs. Ce que vous pouvez voir ici, c'est qu'on ne cherche pas nécessairement sitôt dans le projet à venir de définir de façon exacte où est-ce que tout doit être. Mais par exemple, ici, ce qui est important, ce qu'on dit dans la figure, dans le schéma 1.28, où est-ce que dit à l'intérieur de chacune des phases, on veut instaurer un espace public, un parc. Généralement, on voit que ce parc doit être dans un tel endroit. Les règlements, on sait à peu près la dimension du parc en termes de combien d'acres, dépendamment de la grandeur du terrain et des densités, ce qui est défini à l'intérieur du plan d'urbanisme. Lorsqu'on a défini le plan officiel, et puis parce que c'est important lorsqu'on parle de flexibilité, et lorsque on vient redéfinir plus tard, dans le détail, le projet, à ce moment-là, lorsqu'on fait les analyses de viabilité et voir comment est-ce que tout peut plus être mis en place, où est-ce qu'on s'aperçoit lorsqu'on vient dans le détail que probablement que des éléments où est-ce qu'on doit changer. Mais on veut changer certaines choses. Et le grand changement qu'on a fait ici et puis c'est juste à l'intérieur de quelques mois où est-ce qu'on s'est aperçu donc, il y a probablement des solutions qui pourraient être avantageuses. Où est-ce que le parc qui était à l'intérieur, lorsqu'on travaillait sur le plan officiel, était situé ici entre la tour 4 et tour 5. Tout à coup, lorsque on est revenu redéfinir le projet de façon plus précise et de penser que peut-être que le parc pourrait être mis dans un endroit où est-ce que, bon, participe mieux avec la plaza qui a été proposée, donner un meilleur accès à la rue, mais aussi un élément est que est-ce que en consolidant la tour 5 et la tour 4, est-ce que à ce moment-là, on n'a pas un meilleur élément souterrain en termes de stationnement, en termes d'infrastructure. Et puis donc, cette flexibilité au niveau du plan officiel, parce qu'on est à ce moment-là capable de faire des changements, de redéfinir l'espace du parc sans avoir à retourner et à redéfinir, à refaire, faire des amendements au plan officiel. Et puis, ce que vous pouvez voir ici, c'est bon, le changement, les hauteurs, les densités sont les mêmes. Euh, mais ce qu'on voit, c'est vraiment bon, une flexibilité en dire est-ce qu'on peut, un peu comme un jeu d'échecs, changer les pièces d'un certain endroit pour finalement avoir un meilleur positionnement de ces éléments. Donc, ça vous donne ici un aperçu euh, du plan directeur, du plan d'ensemble. Ces changements nous ont permis de consolider les services, consolider l'accès au projet au résidentiel ici. Ça nous a permis d'améliorer le frontage avec des espaces commerciaux. Ça nous a permis aussi de donner une meilleure visibilité au parc, mais aussi une meilleure euh, relation avec le Markville Plaza, qui est un espace qui est ici pour festival, qui doit être programmé et tout. Et ici va être un parc public qui va être à ce moment-là conçu plus en détail
par la ville lorsque le projet va être, la construction va débuter. C'est un projet où est-ce qu'on est, le zonage, ce zonage vient juste d'être approuvé c'était au mois de novembre. Et puis, à ce moment-là, le projet va tomber dans la phase du site plan à ce moment-là, bientôt. On voit ici une vue à l'intérieur du projet et le concept du nouveau parc et de la nouvelle plaza. Le dernier projet où est-ce que que je veux présenter, c'est un projet où est-ce que c'est pas un projet que j'ai personnellement travaillé dessus, mais un que mes collègues, Craig, a travaillé. C'est un projet qui est un centre communautaire, qui est qui est un centre commercial qui est situé sur la nouvelle ligne de train léger en Finch West, qui est un centre commercial qui est privé, qui est qui est resté dans la même entreprise familiale depuis le jour où il a été construit. Puis la famille est maintenant dans un moment où est-ce qu'ils sont en train de repenser, bon, comment est-ce qu'on peut commencer à redéfinir, on voit cet investissement, on a un nouveau train léger qui vient se mettre en place. Comment est-ce qu'on peut commencer à repenser notre projet? Donc, depuis 2021, l'équipe est active dans la communauté pour planifier l'avenir stratégique de ce site. Et puis, la proposition c'est je dirais que dans tous les projets sur lesquels on travaille, on implique les villes, on implique les communautés. Il y a toujours une forte collaboration qui se fait avec ces communautés-là. Ce qui est important dans ces projets-là est que c'est un graphique qu'on a développé il y a plusieurs années, mais quoi, la partie en haut, est-ce que vous voyez, c'est que c'est un processus, une option, où est-ce que bon, le consultant, bon, avec se consulte, on élabore un projet, on définit le projet de façon parfaite, on arrive avec des super beaux rendus, et tout à coup, lorsque vous arrivez à aux réunions publiques, personne ne comprend c'est quoi le projet. Parce que c'est une surprise pour eux, ils ne savent pas comment que ça c'est, le processus, comment que c'est arrivé, comment que c'est arrivé, donc avec aucune participation. Notre approche est que lorsque l'on rencontre le public, c'est d'y aller le plus souvent possible. C'est d'y aller au début, souvent avant même qu'il y ait des idées qui aient été développées, aller écouter la communauté, écouter la ville, voir, bon, un peu c'est quoi les grandes aspirations, écouter ces idées-là, avoir des séances, des ateliers, utiliser les commentaires, les idées, vraiment essayer de façonner le projet jusqu'à temps où est-ce qu'on peut aller à la fin et puis bon, développer ces idées-là, les assembler. Et le projet de Jane Finch est un où est-ce que vraiment a suivi ce processus de parler souvent et à partir du début et puis de emmener la communauté à travers ce processus pour de développer les idées, pour les intégrer. Et c'est pas que toutes les idées vont être intégrées, absolument pas. Mais c'est vraiment de garder les gens, de voir s'il y a des choses qui peuvent influencer, qui peuvent vraiment venir transformer le projet. Et puis aussi, s'il y a des idées qui ne fonctionnent pas, c'est aussi d'engager la communauté pour communiquer, pour ça, expliquer pourquoi est-ce que quelque chose est possible, mais que souvent le principe est bon et à ce moment-là, peut-être que ça peut être remplacé par quelque chose. Donc, c'est un projet où est-ce qu'il a impliqué environ 2000 membres, au-dessus de 2000 membres de la communauté, des participations à plusieurs sessions, des discussions de groupe, il y a eu ce qu'on appelle des workshops, toutes sortes d'événements communautaires, des ateliers, des portes ouvertes, vraiment pour être très
flexible. Et ça peut prendre différentes formes. Ça peut être, comme je vous dis, des ateliers. Ça peut être des endroits où est-ce qu'on avait des maquettes, où est-ce que les gens indiquent, l'indiquent ce qu'ils aiment, ce qu'ils aiment moins. Donc, et un des éléments clés ici qui a été possible, c'est que les équipes, il y a on avait engagé à l'intérieur de l'équipe des membres communautaires, des animateurs qu'on appelle, qui sont des résidents locaux, qui, eux, ont emmené du monde dans leur propre réseau pour aider à faciliter ces discussions. Donc, c'est une communauté qui est au nord de la ville. C'est une communauté qui, je dirais, est moins, est un peu moins nantie, un peu, bon, qui a qui a souvent je dirais, dans la communauté, des, des éléments où est-ce que je dirais que le crime est peut-être un peu plus élevé dans cette communauté que d'autres. Donc, c'est important d'amener cette communauté pour nous dire c'était quoi leurs inquiétudes, comment est-ce qu'on pourrait aider et intégrer certains de ces éléments-là. Donc, ici, euh, on voit bon, les grands mouvements. Donc, vraiment localiser les parcs, les espaces verts, un réseau d'espaces verts qui vient vraiment s'intégrer un réseau qui vient s'intégrer et vient articuler le domaine public, un système de rue qui vient créer pignon sur rue à ce développement-là, à regarder à créer des transitions avec les communautés, les quartiers stables existants, et aussi regarder, bon, au niveau du phasage, qu'une partie, dans ce cas-ci aussi, une partie du centre commercial va rester pour les prochaines années, continuer à être actif, pendant qu'à ce moment-là, le front sur Finch allait, elle, à être redéveloppé. Donc, ce que vous pouvez voir ici, la première phase, qui se trouve à être faisant face au transport en commun, au train léger qui est maintenant ouvert. On voit cette première phase ici, donc du développement et tout. On a le nouveau parc qui est ouvert à la communauté. La localisation des parcs est excessivement important. Je pense que c'est un élément important de cette collaboration. Lorsque les gens ont discuté avec la communauté, parce que bon, il y a un niveau de crime puis de criminalité et il y a des gangs et tout dans ce secteur-là, un des éléments de la communauté qui était important, c'est que au début, le parc était identifié pour être à l'intérieur du projet, plus interne au projet. Mais la communauté était, avec leurs commentaires, avec leur feedback, a proposé que les parcs soient plus identifiés en périphérie sur des rues existantes pour donner à ces parcs-là une meilleure visibilité pour assurer une sécurité des yeux sur le parc de la communauté pour pas que ça soit isolé. Donc, c'est quand même des commentaires qui sont importants, qui viennent refléter les inquiétudes de cette communauté-là. Donc, c'est certaines des propositions où est-ce qu'on regarde le développement, la communauté a participé vraiment à la conception de ce projet, à identifier, bon, où est-ce que les hauteurs, quelle hauteur, où est-ce que les parcs vont être, définir les espaces. On voit ici la première phase. Ces premières phases incluent 2720 unités d'habitation, 46 000 nouveaux pieds carrés d'espace de commerce de détail. Ensuite de ça, des espaces communautaires qui sont intégrés au projet même. Et voici quelques vues du projet.
cette nouvelle rue commerciale, ça c'est la partie du centre commercial qui va demeurer jusqu'à après que cette première phase soit faite. Et je pense que c'est un des éléments qui est important ici, c'est au niveau de la collaboration et des partenariats. Un des éléments qui était soulevé par la communauté était que à l'intérieur du projet, regarder comment est-ce qu'on fait pour gérer les espaces communautaires? Est-ce qu'on peut utiliser le nouveau développement pour, par exemple, venir donner des opportunités économiques et culturelles à long terme pour venir aider à soutenir la communauté? Est-ce qu'il y a des façons, par exemple, que certains de ces espaces commerciaux-là peuvent être vraiment venir soutenir l'entrepreneuriat local? Donc, beaucoup des éléments qui ont été soulevés par la communauté ne sont pas nécessairement des éléments qui viennent de la responsabilité du promoteur même. Donc, c'est ça qui est important que le partenariat avec la ville, avec qui peuvent participer, qui peuvent être, faire partie d'une personne qui peut faciliter certaines de ces aspirations-là deviennent importantes. Donc, c'est important que vraiment cette collaboration, ce partenariat entre municipalités, communautés, promoteurs pour voir, bon, qui peut aider à faire, à venir répondre à ces aspirations de la communauté. Donc, c'est quatre projets, quatre éléments. Donc, on parle d'avoir une grande vision, d'avoir quelque chose qui est mobilisateur, d'avoir de s'adapter au contexte, de répondre au contexte qui est existant et futur, d'avoir une flexibilité au niveau de la mise en œuvre à cause des longueurs et des changements qui peuvent se passer du début du projet jusqu'à l'exécution finale. Et enfin, de regarder, bon, ces grandes questions de comment est-ce qu'on peut établir des partenariats à long terme parce que ce qu'on crée, c'est des grandes communautés, c'est des mini-centres-villes, c'est des noyaux urbains qui euh, viennent bénéficier à ce moment-là de cette collaboration entre les municipalités, entre les organismes communautaires, entre promoteurs, pour finalement créer quelque chose qui soit un des milieux qui soit riche et qui soit enrichissant pour tout le monde et vibrant.